Cette femme a été blessée alors qu'elle essayait de fuir Mossoul-Ouest, toujours en proie au combat. Comme elle, de nombreux civils ont été pris entre deux feux. وقمنا مشينا مع هاي العالم مع ما مشينا هاونات ما أعرف صواريخ ما أعرف شنو قام يقع فوق ابني مات بسدي 10 سنين عمره وضرايري 2 نسوان زوجي يعني مات أنا بسدي. Les combats n'ont pas épargné non plus de nombreuses structures médicales. Ahmed, blessé dans une explosion à côté de sa maison, a ensuite dû fuir le bombardement de l'hôpital où il était pris en charge. يا الله باب المستشفى أنا بالمستشفى مدنيين ودواعش ما ظل بي دم قلت له يا بلا نطلع المستشفى جابوا لي سدي وطلعت والصا ما صار لما وصلتوني هذا اللي صار. L'hôpital MSF dans lequel Ahmed est désormais pris en charge se trouve dans la partie est de Mossoul, à plusieurs kilomètres de la ligne de front. Les habitants de Mossoul-Est reviennent progressivement chez eux. Mais de nombreuses personnes blessées lors des combats ne peuvent pas reprendre leur vie telle qu'elles l'ont laissée. Opérées en urgence, elles ont toujours besoin d'une prise en charge médicale. قالوا لي راح نحول لك شيء يربطوا لك العصب مع رجلك يسووا لك عمليات تحسنين عندك هذا القدم ما تقدر تحركين انها يعني قاعيه مع القدم على المستقبل يحطوا لك يعني مثل نقول هيك عمل يعني قاعيه يعني عمل تقدر تنهضين الحركه مع رجلك. ما اعرف جابوني هنا كل 4 أيام 5 يسووني عمليه كل 4 أيام 5 يسووني عمليه ما جاد يعني بس هالايام يعني شويه اقدر احركها يعني. Dans cet hôpital qui a ouvert ses portes fin mars, MSF gère aujourd'hui une salle d'urgence, un bloc opératoire et une trentaine de lits d'hospitalisation. L'immense majorité des patients sont des blessés de guerre. Imagine you've been wounded in the fighting that happens near the front line or in West Mosul at the moment, and you've been stabilized. You maybe even received a first-line emergency surgical intervention, and now you're walking with a piece of shrapnel or a bullet or a foreign body inside of you. You don't require any life-saving emergency treatment, but you still have something that prevents you from leading a normal life. Depuis l'ouverture du projet, MSF a fourni plus de 1000 consultations d'urgence et réalisé plus de 175 opérations chirurgicales. L'équipe est aussi en train d'installer une vingtaine de lits d'hospitalisation supplémentaires, car avec le retour progressif des habitants de Mossoul-Est, elle s'attend à voir les besoins médicaux augmenter en conséquence. En novembre, quand les combats ont commencé, le camp de PK3 a été conçu pour accueillir les civils qui fuyaient leur maison. Ils devaient être 3000. 8 mois plus tard, ils sont 25 000. Les derniers arrivés se construisent des installations de fortune, mais ils n'ont pas reçu de biens de première nécessité, comme des bâches ou du savon. Promiscuité, manque d'eau, abris précaires, les conditions sont réunies pour que se propagent des épidémies. Nous sommes en période de pic pali, ce qui fait que les enfants sont régulièrement malades et nous sommes obligés d'ouvrir une clinique mobile pour soigner les enfants de moins de 15 ans. Les conditions de vie ici sont déplorables parce qu'il n'y a pas suffisamment de latrines, il n'y a pas suffisamment d'eau. On crée une épidémie liée au manque d'eau. Les équipes améliorent donc l'approvisionnement en eau dans le camp. Dans ce contexte où l'aide humanitaire n'est pas à la hauteur des besoins, une épidémie pourrait vite devenir ingérable. Akobian souffre d'une forme résistante de la tuberculose. Cela fait 16 mois qu'il est sous traitement. Akobian a pu bénéficier de la nouvelle génération de médicaments pour l'hépatite C, les antiviraux à action directe. 3 mois plus tard, son hépatite n'était plus détectable, même s'il devait encore attendre le deuxième test qui confirmera ou non sa guérison. Tous les patients qui ont été mis sous traitement ont jusqu'à maintenant, et le programme vient simplement de commencer, eu des résultats très positifs et ont très bien supporté, avec très peu d'effets secondaires, ces nouveaux traitements.
Il y a encore peu de temps, Akobian souffrait de 2 infections très graves qu'il ne pouvait pas soigner correctement. Aujourd'hui, son hépatite semble guérie et il reçoit pour la tuberculose multirésistante une nouvelle molécule, la bédaquiline, qui améliore de beaucoup ses chances de guérison. Vous êtes spécialisé dans l'eau et l'assainissement, et MSF vient de vous envoyer à Sanaa, la capitale du Yémen. Première étape, rencontre avec la chef de mission. Voilà votre briefing. On vient de signaler l'apparition de cas suspects de choléra dans une ville du gouvernorat d'Amran. Vous devez mettre en place un centre de traitement du choléra, ou CTC, de 50 lits. Une fois sur place, vous aurez 3 jours devant vous avant l'ouverture du centre. Vous partez à l'instant, avec ce camion qui contient les 6 tonnes de matériel dont vous aurez besoin. Le lieu identifié est à proximité du centre de santé de la ville. Comment transformer cet espace vide en CTC? Tout d'abord délimiter 4 zones. 3 seront consacrées à l'observation, l'hospitalisation et la convalescence des patients. La 4e sera réservée au personnel. Pour passer de l'une à l'autre de ces zones, il faut mettre en place des circuits. Celui des patients et des accompagnants, celui du personnel, celui réservé au traitement des déchets et celui dédié à la gestion des cadavres. L'entrée et la sortie se font via la zone de désinfection. On trouve ici un garde chargé de pulvériser de l'eau chlorée sur les semelles de toute personne qui passe. Prévoyez un seau d'eau chlorée, cette personne doit aussi se nettoyer les mains. Des bâches plastiques doivent recouvrir le sol des tentes consacrées aux malades, car il faut le nettoyer régulièrement avec une solution chlorée. Autour des lits maintenant. Ce sont des lits spéciaux, troués, pour les patients sévèrement déshydratés et trop faibles pour se lever. Disposez des seaux à chaque lit, car les malades du choléra vomissent et ont la diarrhée. À côté, il doit aussi y avoir de quoi accrocher une perfusion de solution saline. Dans les tentes de convalescence et d'observation, pas de perfusion. Les patients n'auront besoin que de sel de réhydratation orale mélangé à de l'eau. Dans la zone du personnel, il faut prévoir le stock. Un CTC a besoin de beaucoup de matériel médical et d'équipements. Il y a notamment les fameux sels de réhydratation orale, mais aussi le chlore, les perfusions, les seaux. Mettez aussi en place une source d'eau, car le CTC va en consommer beaucoup. Cette eau est chlorée pour pouvoir être utilisée sans danger. Ici, c'est l'espace où le personnel prépare les solutions chlorées. En fonction de l'utilisation, nettoyage des sols, des pieds, des mains, ou gestion des cadavres, l'eau est mélangée à une certaine dose de chlore et répartie en différents points du centre. Enfin, il vous faudra installer des latrines et des points de lavage des mains qui aident à prévenir la propagation du choléra. Car votre objectif est double. Ce centre doit à la fois permettre de soigner les malades et de contenir l'épidémie. Et ce n'est pas tout. Vos équipes iront également sillonner les environs pour traiter les sources d'eau, faire de la sensibilisation, mettre en place des mesures d'hygiène chez les gens ou dans les lieux publics. Mettre en place ces différents volets et respecter un certain nombre de mesures strictes est essentiel au Yémen aujourd'hui comme à chaque épidémie de choléra. Ceux qui n'ont pas les moyens ou ceux qui n'ont pas de chance, ils vont se faire pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois emprisonner. On va les obliger à travailler sans être rémunérés. Ils vont être gardés dans des conditions de vie exécrables, pires que celles des centres de détention. Et un nombre assez important d'entre eux vont mourir. Tout ce passage-là dans le désert avant d'arriver sur la côte est assez mal connu. Mais les indications qu'on a pour l'instant semblent montrer qu'il y a au moins autant de morts dans le désert que sur la Méditerranée. C'est évidemment des circonstances très difficiles pour une organisation humanitaire que d'assister ces gens-là qui vivent dans la clandestinité totale sous la coupe de réseaux mafieux extrêmement violents. On continue d'essayer d'avoir accès à cette population
Et en attendant, on s'occupe d'assister les personnels qui ramassent les corps et qui essayent de les identifier avant de les enterrer dignement. C'est un processus assez long, puisque ces migrants qui se retrouvent jetés littéralement sur les escaliers de la morgue chaque matin n'ont pas de papier sur eux. Et donc ces procédures, d'une part, prennent très longtemps, les corps restent trop longtemps à la morgue, et souvent se concluent par un échec. Et donc ces gens-là qui ont vécu l'enfer, qui ont échoué et qui sont morts, meurent de façon anonyme. On veut s'occuper des morts pour augmenter les chances de ces pauvres gens qui ont tout tenté pour rejoindre l'Europe et qui ont échoué, qui sont morts dans le désert, pour augmenter les chances que leur nom soit connu, qu'ils ne meurent pas totalement anonymes et qu'ils ne disparaissent pas dans les vents du désert, comme ça, que leur sort soit connu de leur famille, de leurs autorités et de l'humanité au sens large. L'idée que des populations importantes disparaissent de la Terre sans que leur nom n'apparaisse plus jamais, c'est quelque chose qui heurte mon sens de l'humanitaire.